Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h, 20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Ah, j'adore ce générique, j'adore les sushis. Est-ce que tu te rappelles du nom de la chanson là? Oui, In the Stone, Earth, Wind and Fire. Alors, je vais vous donner la petite anecdote dans quelques instants. Déjà, je vais vous présenter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour participer à l'émission avec nous. Vous le savez, sur le fil d'actualité, vous pouvez commenter. Une spéciale David Lynch ce soir. Voilà, ne cherchez pas sur le dictionnaire. On va vous expliquer. Voilà, spéciale David Lynch avec l'équipe qui m'entoure un mercredi par mois. On va le faire dans le sens des aiguilles du monde. Là-bas au bout, c'est mon cher Arnaud. Salut bonsoir Arnaud. Jean-Luc, bonsoir à tous. C'est content trop drôle. On a une fille ce soir avec nous. Une spécialiste de David Lynch. Spécialiste incontournable. Alors, il y a un truc que je fais que j'ai oublié de faire, c'est baisser les micros parce qu'à chaque fois, vous m'explosez les oreilles. Non, tu le baisses que lui parce qu'il a crié. Moi, tu me laisses bien fort parce que je t'entends plus rien. Mais c'est vrai que toi, tu n'entends pas. Pardon. Donc, dans le sens des aiguilles du monde, je disais une fille avec nous ce soir, c'est Marie. Bonsoir Marie. C'est elle, bonsoir. Dans le micro, Marie, ça va être mieux. Voilà. Ouais. Donc, Marie, c'est la première fois qu'elle est avec nous et qui apparemment est une spécialiste de David Lynch, qui connaît bien. Voilà, on va voir. Oui, je confirme. Hein. Oui, oui. Et du cinéma en général. Voilà. Comme d'habitude, Thierry avec nous. Salut Thierry. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il est spécialiste. Il est là. Yves avec nous ce soir. Et puis notre réalisateur, le vrai qui connaît quelque chose dans le cinéma avec nous ce soir. Mais non, attends, tu rigoles. Là, il n'y a que des spécialistes. Là, tu vois, je suis très content d'être entouré de gens. Emmanuel, notre réalisateur, en tout cas celui qui bosse dans le cinéma ici avec nous, c'est Emmanuel. On est très le content seul, de l'unique, rejoindre. le Highlander de Cinéfocus. On va même dire tout de suite, comme ça sera fait, le David Lynch français. Voilà. Je suis très loin du genre. Hein. Mais, il faut y croire. C'était pas plutôt Michael Bay tes modèles, non? Non. Alors, une émission qu'on vous avez compris, le thème ce soir, qu'on va vous présenter dans quelques instants, David Lynch. Pourquoi In the Stone et Earth, Wind and Fire? Ben, quand je faisais de la radio dans les années 80, à l'époque des radios libres, c'était le générique quand je démarrais mon émission. Ah, bah voilà pourquoi. Je démarrais. Et ça fait très générique, c'est vrai. Je démarrais. Mais Jean-Luc, 30 secondes, là, ce qu'on fait ce soir, c'est dans l'esprit des radios libres. Mais oui, exactement. Tu vois, clairement, tu as un peu réinitialisé le concept. Ce qui se passait effectivement, c'est exactement le même concept que dans les radios libres dans les années 80 où on avait le micro ouvert et c'était de la libre antenne. Et comme tu donnes l'opportunité à des personnes tout venant de pouvoir venir s'exprimer au micro et on en profite pour t'en remercier. Vraiment, merci. Jean-Luc, merci. Liberté complète et totale sur les choix, même si des fois ça t'inquiète. David Lynch, je précise, il est mort le 15 janvier, c'était l'intérêt. Mais je te rassure qu'entre le 15 janvier et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont morts. Est-ce qu'on peut dire tout de suite aussi qu'en parlant de David Lynch ce soir, on va assister à un lynchage en direct? Allez, c'est une première. Tu peux envoyer le jingle là. Allez, le premier. Ah non, bah j'étais pas sur je me suis entraîné quand même. Je vous le fais tout à l'heure. Parce que j'étais pas sur le bon. Pas de souci. Le bon cartoucheur. Il s'échauffe. Voilà, tranquille sur le cartoucheur. On va passer sur une cartoucheur. C'est Thierry qui fait que des blagues de merde. Faut comprendre le concept, donc ça arrive de façon régulière. C'est un métier. Je suis blagueur de merde. Mais juste avant de lancer l'émission, bien sûr, on va faire un petit retour sur les Oscars, les César, BAFTA. Et voilà. Allez, alors on y va. Qui en parle? Je commence et après de toute façon c'est une discussion ouverte. On va parler à peu près 10 minutes histoire d'être bien. Donc on termine les cérémonies du cinéma. On n'est pas encore dans les festivals. Donc Cannes c'est en mai, Berlin c'est passé. Effectivement, et c'est août-septembre pour Venise, c'est ça les festivals principaux. Donc voilà, donc là je reviens un petit peu donc, sur les films de cette année. Donc d'abord les BAFTA, donc les Oscars britanniques. Donc là c'est Conclave qui a un petit peu tout gagné, avec The Brutalist aussi. Voilà, Conclave qui gagne aussi un Oscar du meilleur scénario adapté, la meilleure adaptation. Donc Ralph Fiennes,
un très bon film. C'est un thriller dans le domaine du. Enfin, c'est un thriller au Vatican, on va dire. Bon, exactement, c'est ça, ouais, Truman. Ouais, tout à fait. C'est génial. Il y a un petit côté Da Vinci Code derrière ou quoi? Non, rien. C'est huis clos. C'est vraiment huis clos. C'est un huis clos, mais visuellement, c'est incroyable. Et c'est vrai que le scénario, les acteurs, la mise en scène. C'est étonnant qu'il n'ait pas eu la photo. Oui, tout à fait, c'est vrai, ouais, complètement. C'est le plus beau film de l'année à ce niveau-là. Très très bon film, donc voilà, ça c'est plutôt ce qui ressort des BAFTA. Moi je fais un petit panorama très rapide, après on en parle des films qui vous ont plu ou ceux qui vous ont moins plu, là j'en parlerai aussi. Donc voilà, au niveau des Césars, donc c'est bon, bien entendu, c'était attendu, c'était acté, c'était Emilia Pérez. Après je donnerai mon avis sur Emilia Pérez, moi qui adore Jacques Audiard, je tiens à le dire avant de me faire lyncher par tout le monde. Donc voilà, et ensuite aux Oscars, c'est Anora, moi j'avais adoré, qui a gagné. Sean Baker, il fait quand même, c'est très très rare de prendre 4 Oscars, donc montage, scénario, réalisation, film. Donc c'est très 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 rare. Ils sont très très peu à avoir fait ça. C'est clair, c'est un grand chelem incroyable. C'est un grand chelem incroyable. Je suis très content quand même au niveau des Oscars pour Jacques Audiard, qui avait quand même été nommé à plusieurs reprises. Donc scénario, réalisation, film et musique. Extrait de musique originale, El Mal. Et il a pris musique originale, donc il a quand même pris un Oscar. C'est pas musique originale, c'est chanson originale. C'était ça, je cherchais. Il chante pas, Jacques Audiard. Non, il a écrit la chanson. Voilà, avec et il y a une très belle bande son originale justement sur le film. Vraiment, tout à fait. Là, on est bien d'accord là-dessus. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur ce film-là, c'est vrai que ça peut être étonnant en tant que spectateur d'avoir comme ça l'incursion de scènes de comédie musicale. Je sais que ça fait débat. Personnellement, c'est vrai qu'au départ, j'ai été étonné, puis au final, je trouve que ça s'imbriquait bien pour donner, on va dire, les états de conscience des personnes, les états d'âme des personnes, qui se parlaient un petit peu à eux-mêmes. Voilà. Donc je trouvais que d'un point de vue artistique, c'était intéressant de ce point de vue-là. Non, c'est l'idée, mais après, c'est vrai que moi, quand je suis ressorti du film de la première projection, je me suis dit, bon, finalement, si on avait enlevé ces séquences de chant et de danse, je sais pas. Après, je les ai pas détestés. Qu'est-ce que ça aurait changé? Voilà, qu'est-ce que ça aurait changé? Je me suis posé cette question-là. Quelle plus-value de ces scènes? Après, je trouve Zoé Saldana, voilà, elle est incroyable. Elle a gagné l'Oscar du meilleur second rôle, c'est tout à fait justifié. Et il était temps qu'elle le gagne parce que c'est la comédienne, je crois, actuelle qui est dans les plus gros succès du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'elle est dans Avatar, Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie. Elle est dans des trucs qui cartonnent et finalement, pour une fois, elle est mise à l'honneur. Bon, c'est un Oscar du meilleur second rôle. Elle aurait pu être dans la catégorie meilleure actrice comme elle l'était au César, où elle l'a pas eu d'ailleurs, voilà, parce qu'en face d'elle il y avait donc et aux Oscars Carla Sofia Gascon aussi, qui faisait partie de qui est la co-star du film de Emilia Pérez. Moi je trouve effectivement que le prix cannois, puisque Emilia Pérez a d'abord gagné à Cannes donc le prix du jury, et a aussi gagné à l'unanimité me semble-t-il, et a gagné aussi un prix collectif pour les actrices. Ça c'est ce qu'ils ont gagné à Cannes. Exactement. Donc voilà. Donc moi ça je trouve ça très cohérent. Après ce que je vous ai dit, moi qui me gêne sur le film, moi j'adore Jacques Audiard, on va être clair, c'est le patron du cinéma français actuel. Il y a 2 patrons adjoints, c'est Hazanavicius et Dupontel. On avait fait d'ailleurs une émission spéciale sur eux. Voilà, pour moi, c'est ces 3-là. J'adore son cinéma, vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés avec l'avant-dernier film qu'il a fait, puisque maintenant il y a Emilia Pérez, donc c'était en l'occurrence Les Olympiades, que j'avais trouvé raté, comme beaucoup de gens, je serais tenté de dire. Celui-là, on le porte au nu, on le porte en triomphe. Moi, il y a des choses que j'ai adorées dans ce film, on va être clair là-dessus. Zoé Saldana, je l'ai trouvée merveilleuse. L'autre jeune actrice aussi, elle était très bien. J'ai plus son nom. Selena Gomez. Selena Gomez. Ah oui, exactement. Voilà. Selena Gomez. Effectivement, ça reste cohérent, mais moi c'est vraiment le côté patchwork qui m'a dérangé. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je l'ai quand même vu là en peu de temps 2 fois. Parce que la première fois je me suis dit bon, quand même t'es peut-être un peu dur, on va le revoir une deuxième fois pour être sûr. Oui, il est sur Canal+. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça. En général tu comprends pas du premier coup, c'est ça? Non, je comprends généralement du premier coup. Partant du point de vue que je regarde des films, ce qui n'est pas ton cas, mais c'est pas grave. Il y a eu un effet Matrix. Après, et puis Emilia Pérez, c'est une histoire originale. Ça parle d'un narcotrafiquant qui va changer de sexe, qui va ensuite revenir sur ses terres et se faire passer pour une tante. Pour voir ses enfants. Et le cœur du film, il est là. C'est pas. Moi, je sais que quand j'avais lu le pitch, je me dis tiens, narcotrafiquant, peut-être qu'il va y avoir des scènes avec des fusillades et tout. Pas du tout. On parle là d'une personne
qui change de sexe. C'est un narcotrafiquant, certes. Alors c'est vrai que le mélange des genres peut gêner, et je comprends ce que tu dis. C'est pas ça. Moi, c'est pas ça qui. Non, je termine. Et donc, je crois que le cœur du film, il est là. Il est sur une personne. Un homme devenu une femme qui va chercher à continuer à avoir une relation avec ses enfants qui ne savent pas quand ils vont pensent que leur père est mort, quand il va se rapprocher d'eux que c'est leur père. Et je crois le dilemme il est là. C'est là où le film est intéressant et où l'histoire elle est belle. Oui, parce qu'à un moment elle revendique ses enfants. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant. Et je trouve que le film va pas assez loin, c'est qu'à un moment il y a 2 mères. Exact. Qui revendiquent leurs enfants. Et je pensais, moi j'aime pas trop aimer Emilia Pérez à la fin parce que je trouve que c'est un rendez-vous raté entre ces 2 mamans. Il y aurait pu avoir un très beau dialogue philosophique sur qu'est-ce que c'est qu'être père. Être un père, c'est une mère comme une autre. Et ça se transforme en film de narcotrafiquant avec une baston, une fusillade. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Ça aurait pu finir comme ça, comme un moment un peu philosophique. C'est vrai que moi, ça m'a... Clairement, hein, moi, je vous ai dit... Mais c'est pas vous qui avez voté. Donc... Alors, attention, spoil ce soir. D'ailleurs, ils se sont complètement... Ils se trompent tous, effectivement, parce qu'il y a eu des Césars et des Oscars au rendez-vous. Donc, après, heureusement, chacun a son avis et chacun a sa sensibilité. On est bien d'accord. Manu et Arnaud ont beaucoup aimé le film. Moi, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé dans le film et j'ai retrouvé le style de Jacques Audiard. Je suis très heureux, comme j'ai dit, qu'il prenne quand même un Oscar parce que c'est un des rares prix qu'il n'a pas eu. Donc là, pour le coup, il a un Oscar, même si c'est pour la chanson originale, mais c'est déjà très bien et je suis ravi pour lui. C'est peut-être le seul qui l'aura. C'est peut-être le seul qui l'aura, voilà, effectivement. Mais c'est vrai que même au Mexique, le film a été très très mal compris. Alors on sait pourquoi. Il y a des relents nationalistes. Attention, il ne faut pas non plus. Il y a aussi des relents nationalistes, mais parce que le film a été tourné en Val-de-Marne. Il n'y a pas de souci. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, moi, je me base IMDb. Donc c'est un site imdb.com, Internet Movie Database, la banque de données mondiale des films. Le film il a 5,5. C'est jamais arrivé qu'un film qui arrive aux Oscars avec 13 nominations soit à 5,5. Les films à 5,5 c'est des bouses intergalactiques. Je dis pas que c'est le cas. Je dis simplement que en l'occurrence, moi le côté patchwork, j'ai eu du mal. J'ai adoré la sincérité effectivement de Zoé Saldana, des actrices en général. Ça m'a beaucoup plu. Le rapport effectivement père-enfant, mère-enfant, tout ça ça m'a plu. Alors, putain, le reste, les chansons j'ai adoré. Au demeurant, les chansons, si tu les enlèves effectivement du film. Mais en gros, t'as adoré le film. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais vraiment, c'est l'ensemble qui fonctionne pas. Non. Donc pour moi, voilà. Donc je le dis. C'est un côté cadavre exquis, sans vouloir faire un jeu de mots, mais un cadavre exquis qui est assez raté, je trouve. Moi, j'ai l'impression de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Même allez, on prend des Mexicains. Allez, d'accord. Bon, Mexicain égale narcotrafic. Allez, d'accord. Bon, on va déterrer les corps. Oui, alors on va faire du queer, et on va faire une comédie musicale et tout ça, on mélange. Ça aurait pu être génial aussi. Ça peut arriver. Hein. Les amis, on va pas faire que sur ce film. Non. On va enchaîner. Non, mais attends, c'est super important par rapport au César, donc on est obligé d'en parler un petit peu. Et puis surtout, très déçu pour Gilles Lelouch et l'amour ouf. Effectivement, et puis le Comte de Monte Cristo qui finalement repart bredouille alors que c'est quand même 2 sacrés films incroyables. Ils sont pas experts. Ils sont pas super. Enfin, c'est vrai que l'amour ouf, on en a beaucoup parlé. Gilles Lelouch, il aurait pu prendre meilleur réalisateur. J'ai pas trouvé ça vraiment dingue, quoi. Voilà, moi, au niveau tu as fermé ton cœur. Non, tu as complètement fermé ton cœur. J'avais trop ouvert pour Emilia Pérez, c'est pour ça. Un peu trop à mon avis. Moi, au niveau de la réalisation, je suis d'accord avec Manu. Et effectivement, Comte de Monte Cristo, je me permets quand même de dire qu'il a pris. Alors, c'est toujours en décalé le César, qui est un César officiel des lycéens, qui est tombé lundi. Il a pris effectivement le César des lycéens. Qui n'ont pas lu Alexandre Dumas, manifestement. Oui, visiblement. Non, moi j'ai lu. C'est toujours compliqué une adaptation. Vous inquiétez pas, j'arrive sur Dune après pour l'adaptation. Voilà, les 1000 pages de Frank Herbert qui se retrouvent avec un scénario de 125 pages. Vous inquiétez pas, je suis au taquet sur Dune. On y arrive tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi il y avait d'autres films, l'histoire de Suleiman, je peux pas en parler, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, je dis simplement que cette année, effectivement, on n'avait pas des mastodontes comme l'année dernière. L'année dernière, Anatomie d'une chute, ça a mis tout le monde d'accord. Oppenheimer, il n'y avait pas de discussion. Cette année, c'est un peu plus complexe. Il y avait 4-5 films importants et qui ont plus ou moins remporté chacun des Césars. Exactement. Marie, sur l'histoire de Suleiman, tu voudrais dire un mot? Je crois que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Moi, ça m'a pas trop intéressé. J'ai l'impression de voir un documentaire. Un documentaire, c'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est vrai que ça met une lumière un peu sur ces gens qui font ce travail là de Uber et sur leurs difficultés au quotidien. Il n'y a rien à redire, c'est intéressant, mais
Voilà, ça m'a pas intéressé de bout en bout. Ok. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Vous avez d'autres, sinon, on fait une heure. On fait une heure. Non, mais alors, non. Les gars, j'avais annoncé 10 minutes, on est bon, il est 15. On est bon. Maintenant, on attaque David Lynch parce que maintenant, il faut être sérieux. Alors, pourquoi David Lynch? Ce qui inquiète énormément notre très cher Jean-Luc David Lynch, donc il est là. Regarde Jean-Luc, je ne bouge même plus quand je vois la caméra, tu as vu? Donc, il a presque la coiffure de Eraserhead. Alors oui, alors la coiffure, j'ai fait beau gosse quand même. J'ai fait tout un truc sur la coiffure. Après, je vous dirai pourquoi c'est intéressant. Donc j'ai voulu qu'on découpe l'émission par thématique, par genre cinématographique. Donc je commencerai, si vous voulez, pas forcément dans l'ordre. D'entrée, si vous êtes d'accord, je dis un mot sur son premier film de fin d'études, fait en 5 ans, expérimental pour $3,000 qui en rapporte 37 000. Eraserhead, particulier, très particulier. Il y a quand même dans ce film-là, quand on observe, je pense que ce film, il faut le voir après avoir vu tous les autres. Parce qu'on a le fait qu'on est face à un Lynch qui est un homme somme, c'est-à-dire qu'en fait c'est un photographe, c'est un peintre, c'est un plasticien, c'est un réalisateur, c'est un scénariste, c'est quelqu'un qui sait absolument... C'est même un acteur aussi, musicien, voilà, un musicien, voilà, artiste complet. C'est un artiste, voilà, c'est une somme. Il est complet. Ouais. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est tellement important dans le cinéma et que ça a été une vraie perte le 15 janvier. Moi, perso, il me fait penser à Kubrick. Moi, clairement, ils ont fait tous les deux très peu de films. Kubrick, il en a fait 13. Lui, il en a fait 10. Après, je préfère Kubrick. Attention. Si je fais 10 films dans ma vie, déjà, je peux te dire que c'est incroyable. Non, mais attends, c'est énorme déjà 10 films. Oui, faut quand même. Les films qui ont marqué quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Spielberg, par exemple, qui est un amoureux fou du cinéma de Lynch, qui est fou de David Lynch, il l'a fait jouer dans son dernier film. The Fabelmans, où il joue le rôle de John Ford, le dernier rôle. Celui qui apprend le cinéma au jeune Steven Spielberg. C'est vrai que c'est un réalisateur qui est à part, qui a beaucoup compté, particulier, et il a énormément compté. Donc Eraserhead, c'est un film qui est vraiment expérimental. Il y a des moments, c'est un peu cracra, quoi. C'est vraiment, voilà. J'ai vu que des extraits. C'est un peu il y a un peu de body horror dedans. Ceux qui ont aimé The Substance, vous pouvez y aller tranquille sur Eraserhead, il n'y a pas de souci. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, effectivement. Ça dure 1h10, donc c'est pas. Mais vraiment. Ressenti 3. Moi, perso, j'aurais dit 4, mais bon, 3, ça va aussi. Ça fait penser à un film expérimental quand même. Mais c'est un film expérimental. Et son dernier film, là, qui pour le coup dure 3, Ressenti 9. Voilà, on est sur un x3 finalement. Voilà, là, c'est vraiment la guerre du feu. Jean-Jacques Hano, si tu nous entends, voilà. C'est peut-être un hommage à Jean-Jacques Hano, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, effectivement, voilà, son dernier film, Inland Empire. Alors, j'adore Laura Dern, qui était une des actrices favorites de David Lynch. Elle a joué dans énormément de films. Elle est incroyable, mais alors là, c'est un bel hommage à Laura Dern, mais alors le film, voilà, c'est abscon. Moi, je n'y arrive pas. On en a parlé tous les deux. Je sais que toi, en fait, on a de la chance ce soir. On a la seule personne qui en France a aimé ce film, donc elle est là. Je cherche une deuxième personne, si vous voulez, pour discuter. Voilà, mais c'est vrai le standard est ouvert. Voilà, c'est vrai que là, Inland Empire, c'est un peu compliqué. Même les producteurs qui étaient Studio Canal, ils ont eu du mal. Même sur Mulholland Drive, ils avaient eu du mal au début aussi. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre. Il a été réhabilité. Mais en fait, on peut dire aussi que par rapport à David Lynch, c'est un petit peu ce qu'il a suivi durant toute sa carrière, c'est qu'en fait, il a souvent vu des films qui ont été assez mal ressentis quand ils ont sorti et qui, à l'arrivée, on en avait déjà parlé dans d'autres, qui sont devenus quand même assez cultissimes. Alors, je me permets, c'est pas le cas d'Elephant Man. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où ça n'a pas été le cas. Donc, on revient maintenant qu'on a fait une petite intro. On revient donc sur notre petite thématique. Je donne une petite citation comme ça de David Lynch qui parlait de son enfance et qui dit que c'est son enfance qui lui a permis en fait d'avoir cette carrière-là, parce que son enfance, il dit, je vivais un véritable rêve éveillé en parfaite harmonie avec la nature, parce que son père bougeait beaucoup en fait, et il a bougé beaucoup aux États-Unis, et c'est vrai que il a fait une école de cinéma après, voilà, mais c'est quelqu'un qui a un rapport un peu particulier, je pense, aux gens, aux choses, à la nature, à l'art, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il est vraiment à part. Moi, je connais pas de réalisateur comme ça aussi particulier. Je vous dis peut-être un peu Kubrick, parce que le côté photographie, moi j'ai une merveilleuse affiche du Festival de Cannes l'année où c'est Entre les murs qui a gagné. C'était David Lynch qui avait fait l'affiche
du Festival de Cannes. Moi, je l'ai dans mon couloir, je la regarde de façon régulière et c'est fantastique, quoi. Donc, on arrive aux thématiques. Donc, les thématiques, c'est simple. On va d'abord travailler sur les histoires qui sont inspirées d'une histoire vraie. Donc, Elephant Man, une histoire vraie. C'est pas à l'école, hein. On va travailler. mais c'est un travail. Ensuite, on passera à son blockbuster Dune. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Les thrillers, c'est Laure et Lula, Blue Velvet qui est le début d'un renouveau pour Lynch, on en parlera précisément après, et ensuite ces œuvres qui sont des œuvres qui parfois ont été mal comprises mais qui sont des chefs-d'œuvre pour moi, Lost Highway, Mulholland Drive. Donc voilà, donc Elephant Man est une histoire vraie. Bon, on va commencer par Elephant Man. Donc Elephant Man, en fait, si on met de côté d'une certaine façon le film de fin d'études Eraserhead, c'est son premier film. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Elephant Man ? Chef-d'œuvre absolu. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. Tout à fait. L'histoire de John Merrick. Voilà, de John Merrick, donc qui a une tête d'éléphant, une tête tellement énorme qu'il ne peut pas dormir allongé. Voilà, il a une maladie. Et cet homme éléphant va être repéré par un docteur joué par Anthony Hopkins qui est assez exceptionnel, et il va donc le prendre sous sa coupe pour le resocialiser. Or, on va se rendre compte que il était un phénomène de foire dans ce cirque inhumain, et il va à nouveau dans les dîners en ville devenir encore un phénomène de foire. Et ce film, pour moi, il est vraiment exceptionnel parce qu'il pose la question de qui est le monstre. C'est-à-dire qu'on a une société victorienne dans l'Angleterre du 19e siècle qui va qui va se prendre d'amour pour ce personnage. Et le film est extrêmement touchant, il est très fort, hein, voilà, c'est vraiment c'est un très beau film. En tout cas, c'est inspiré d'une histoire vraie, et le film est, moi je le trouve assez exceptionnel. C'est ce qui lance la carrière de David Lynch. C'est ce qui lui permet d'avoir carte blanche sur tout ce qui va arriver après, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va être choisi aussi pour Dune. Et vous savez aussi qu'il y a un énorme paradoxe dans ce film, c'est-à-dire qu'en fait pratiquement tout le monde a refusé de produire ce film parce qu'ils sentaient pas du tout l'histoire, ils ont dit non, on n'intéressera personne, et que le seul qui s'est attelé au projet, c'est l'inévitable Mel Brooks, qui était quand même bien connu pour des films quand même qui étaient plus que légers au-dessus de la cuisse. Et d'ailleurs, il avait dit, il venait de réaliser Le Shérif est en prison, où il y a eu un concours de paix, excusez-moi, mais c'est la vérité. Et il a dit d'ailleurs, je pense que par déférence par rapport au film lui-même, je voudrais pas que mon nom soit associé à la production, donc on évitera de marquer le nom de Mel Brooks film, parce que justement il a dit si on associe Elephant Man à un type qui est capable de réaliser des films avec un concours de paix, ça va pas le faire. Et voilà, mais ça démontre quand même énormément le côté, l'énorme qualité de Mel Brooks, qui a été quand même chercher des films incroyables. Il y en a un autre d'ailleurs dont j'ai oublié le titre, qui était monstrueux, qui est passé derrière aussi, qu'il a produit également, et personne ne l'attendait. Et je vous propose de nous remettre un petit peu dans l'ambiance de cette musique avec la bande originale de John Morris. C'est merveilleux. On revoit les images du film, et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi par rapport à Elephant Man, c'est qu'il a eu absolument aucun frein. Mel Brooks lui a dit, et d'autres producteurs qui étaient aussi sur le film ont dit voilà, vas-y. Oui, lâche-toi. Tu y vas, tu as une histoire à la base, tu l'as réécrit et tu y vas. Et c'est vrai que Lynch, il est en bonne posture quand il est dans ce cas-là. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et on parlera de Dune après, mais c'est ce qui s'est aussi passé sur Dune. Ça s'est compliqué après, au moment où il a fallu le sortir aux États-Unis. Mais ça, je l'expliquerai là, en détail. À l'époque, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, c'est un gros acteur. Oui, c'est un gros acteur. Et Anthony Hopkins, d'ailleurs, une info sur lui, ça s'est mal passé sur le plateau. Ça s'est très bien passé avec tout le monde, avec John Hurt et tout, avec tous les autres acteurs, mais pas avec Anthony Hopkins. Lynch a eu du mal avec Anthony Hopkins parce que Anthony Hopkins l'a pris de haut. Et quand Anthony Hopkins a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Le Silence des agneaux, il a écrit une lettre d'excuse de 3 pages à David Lynch en disant voilà, j'ai été un sombre connard, excuse-moi, enfin voilà, parce que
moi je pense qu'effectivement il a réussi à faire des choses à Anthony Hopkins qui vont l'amener petit à petit à évoluer dans sa carrière au fil des années 80. C'est Elephant Man qui va lui permettre de faire tout le reste, de mon point de vue. Et c'est vrai que c'est assez rare. Pour noter, on pense toujours que le cinéma, des fois où c'est des gros salauds, où c'est idyllique, mais là en l'occurrence, voilà, c'est bien de dire que voilà, on va pas commenter, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Ouais. Mais on va être honnête, voilà, c'est important aussi qu'un acteur de la trempe, d'Anthony Hopkins reconnaisse. Voilà, pas de la trempe. Oh là là, attention. Elle est belle celle-là, j'aurais pu la faire. Thierry de la concurrence. Tu m'as devancé. Mais ça passe mieux quand c'est une femme. Ça passe beaucoup mieux quand c'est une femme, Thierry. Mais alors là, elle t'a fracassé. J'aurais dû dire tout à l'heure que le comte de Monte Cristo c'était un diamant brut. Alors, j'ai pas osé. Ça s'est fait. Mais c'était trop tard. Et voilà. Moi, je voulais juste dire aussi qu'on peut avoir une petite pensée pour John Hurt, quand même, qui a eu 2 rôles emblématiques au cinéma. Dans le premier, n'est-ce pas, il mettait au monde un alien, et dans le deuxième, on le voyait pas parce qu'il avait carrément une cagoule sur la tête pendant tout le match. C'est ça. Et donc, c'est un garçon, un excellentissime acteur, mais qu'on n'a pas souvent vu au cinéma, malheureusement, parce qu'il était souvent masqué. C'est bizarrement, je te laisserai la parole après Marie, c'est bizarrement le film qui va ouvrir les portes de Hollywood à Lynch et qui en même temps va lui compliquer la vie, parce que faut être clair là-dessus, il est nommé pour 8 Oscars, il gagne un César du meilleur film étranger, il gagne 3 BAFTA, film, acteur et production de design. Alors il a gagné, alors ça je sais pas si est-ce que ça avait été un succès public à l'époque? Oui, ça a été un succès public. Et en plus parce que il coûte 5 millions de dollars et il en rapporte 26 millions juste sur le sol américain, donc oui, ça se passe bien. Il finit à quasi 40 millions de dollars dans le monde entier. À l'époque c'est énorme. À l'époque c'est énorme. Maintenant les studios, quand ils font des chiffres comme ça, ils sont pas contents. À l'époque, c'était énormissime, mais ça fonctionnait très bien. Alors, il y a une parenthèse aussi, il a gagné dans un festival qui n'existe plus aujourd'hui, qui est devenu Gérard Méappé, qui s'appelait Avoriaz. Il a gagné le festival du film fantastique, le meilleur film fantastique à Avoriaz. Bon, c'est pas un film fantastique. Je pense que c'est l'ambiance qui a voulu. L'ambiance et le monstre. L'ambiance et le monstre, mais alors que c'est pas un film. C'est pas un film fantastique. Ça peut être considéré comme un film fantastique parce qu'il y a de l'insolite. Et il y a de l'insolite qui arrive dans le réel, et c'est vrai que dans la version fantastique du 19e siècle, t'as entièrement raison. Mais comme c'est une histoire vraie en plus, il faut le redire et l'affirmer. Et cette insolite et cette monstruosité, c'est vraiment un thème qui va parcourir tous ces films sous différentes formes. On la voit dans Eraserhead, mais on va la voir dans Lost Highway, le moment de transformation. Et aussi, ça fait référence à son amour de Francis Bacon. Oui. Francis Bacon, donc grand peintre américain qui travaille sur les déformations. Des gens, on a l'impression qu'on les voit se secouer, mais c'est une image fixe. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans toute... Alors c'est intéressant de voir sa filmographie en entier, parce que dans un ordre ou dans l'autre, et puis après parce qu'on va retrouver des motifs qui vont se décliner dans tous ces films. De toute façon, son cinéma, en fait, se réinvente à chaque fois, et effectivement, il y a des totems. C'est important ce que vient de dire Marie, parce qu'on est sur un symbolisme cinématographique. C'est-à-dire que, et comme tout symbole, chacun va l'interpréter à sa manière. Bien sûr. Et c'est en cela que je trouve que ce réalisateur, que j'ai redécouvert grâce à toi, merci Yves, mais qu'il est vraiment, il est à part. C'est un artiste contemporain. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, on ne reste pas indifférent. Et c'est vraiment en ça qu'il a une spécificité par rapport aux autres. On reconnaît sa patte tout de suite. Oui, puis c'est quelqu'un. On dit Lynchien. Oui, on dit son adjectif. C'est ça. Voilà, dans le dicto. Non, mais c'est vrai, le style lynchien, j'en parlerai après. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, en plus, dès le début, a pris des gens avec lui et est toujours resté avec lui. C'est quelqu'un très très fidèle. Voilà, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Jusqu'à la musique, Angelo Badalamenti a été un de ses. À partir du moment où ils ont signé une prod ensemble, il le fait jouer aussi dans Mulholland Drive, on en parlera après. Je passe au deuxième film qui est tiré d'une histoire vraie. Juste une question sur celui-là, pourquoi noir et blanc? Voilà. J'ai envie de dire parce que. Voilà. Non, c'est bien, j'adore. Et alors, on va être. Vous voyez qu'on avait une spécialiste. Alors pourquoi? Je pense que ça rajoute un petit côté pathétique. C'est le côté Angleterre victorienne. Et après, je serais tenté de te dire, Twin Peaks, il y a que Lynch qui sait qui a tué Laura Palmer. On en reviendra après, mais voilà, faut être clair là-dessus. On attend une saison supplémentaire, mais elle arrivera pas, je crois. Donc après, écoutez, peut-être le film le plus, on va dire, je vais pas dire compréhensible, mais peut-être
Celui qui paraît être le plus simple. Accessible. Une histoire vraie, accessible. Moi, je vous ai dit, à partir de 5000 films, j'ai arrêté de compter. Voilà, moi, il est dans mon top 5 des meilleurs films de tous les temps. C'est un chef-d'œuvre absolu, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial. Je pense que j'aurais pu mettre une bombe au Festival de Cannes quand ils ont filé la Palme d'Or à Rosetta et pas à celui-là. On va être clair là-dessus. Voilà, c'est juste. Tout dans la mesure, bien sûr. Mais oui, bien sûr, c'est juste une bombe. C'est un des. Non, une bombe verbale. J'ai compris, mais bien sûr. Non, mais c'est un des plus grands films du monde. C'est un film absolu, c'est un film fantastique, c'est un film merveilleux. Tout. La photo, les dialogues, il y a de l'humour, il y a tout dans ce film. Enfin, au niveau réalisation, il y a des choses qui se passent en deuxième plan qui sont essentielles, mais qu'on entend. C'est merveilleux. Il fait des plans sur... Alors, je vous pitch rapidement l'histoire. C'est un vieux monsieur qui est fâché depuis des années avec son frère parce que c'est un ancien alcoolique, qu'il n'a pas dû être très sympa avec son frère à une époque. Il apprend que son frère a fait une crise cardiaque et il décide, parce qu'il marche avec 2 cannes, on sait qu'il a un cancer et qu'il n'en a plus pour très longtemps. D'ailleurs, Richard Van Werk, c'est l'acteur principal, est mort quelques années, enfin un peu de temps après la sortie du film. Voilà. Et il décide d'aller voir son frère à l'autre bout des États-Unis en tondeuse à gazon. Voilà, il traverse tous les États-Unis en tondeuse à gazon. Donc le film va à 2 à l'heure. C'est pas un Marvel, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Moi, je pleure à chaque fois. Ouais, c'est beau, c'est touchant. J'ai passé ce film au ciné-club après les attentats du Bataclan. Je veux dire, les gens m'ont fait des câlins. Après, c'était gratuit. Merci pour ce film parce que ça fait du bien. Pas le Covid encore. Parce que voilà, on n'avait pas encore. Voilà. Mais vraiment, c'est un film merveilleux. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. C'est un truc top, voilà, absolu. C'est merveilleux, c'est fantastique. Il est sur Canal+. Il est sur Canal+ aussi. On peut écouter la musique un petit peu? Je t'en supplie. T'es chez toi. C'est moi qui joue de la guitare derrière. Lâche rien, Thierry. À l'arrivée du violon, ça surprend quand même. Non, mais c'est country. Voilà, il nous a pas habitués à ça. Non, il nous a pas du tout habitués à ça. Et c'est vrai que moi, je voudrais ton avis en tant que inconditionnel de Lynch, Lynch. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là? C'est le seul cas, pas vu. Alors j'ai lu le synopsis sur Wikipédia et je vais tout dire maintenant. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Alors je trouve évidemment c'est un beau film, déroutant. Alors évidemment c'est un adjectif pour Lynch qui est très bien, mais a posteriori, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas du tout à ça. C'est-à-dire que Lynch, c'est un cinéaste de la boîte noire. Ouais, c'est ça. La boîte de Pandore. Et là, on est en plein air, sur une narration assez linéaire, aussi linéaire que cette route. Mais c'est ça, Donc, on est assez perturbé. Donc, le fan de Lynch est un peu... ouais, mais il part dans les étoiles en question. En revanche, une fois qu'on a bien analysé toute l'œuvre et qu'on se rend compte que dans tous ces films, on parle toujours du double, que ce soit le double par dédoublement de personnalité, schizophrénie, et ainsi de suite, de la folie, du réel, de l'irréel. Finalement, ces 2 frères qui sont chacun à une bout d'une ligne et qui se retrouvent, finalement, c'est une métaphore assez sociale et contemporaine de toute sa filmographie. Donc pour moi, c'est le film solaire. Ouais. C'est le film qui va éclairer la boîte noire. Et finalement, a posteriori, je le trouve vraiment beau, ce film. Voilà. Cela dit, quand tu parles de double avec une tondeuse à gazon, il risquait pas de doubler grand monde. Non, alors il y a une scène très très belle d'ailleurs à propos de ça. La caméra est dans le ciel. On se demande pas pourquoi la caméra est dans le ciel. La caméra est dans le ciel, elle vise le bas. La route a l'air infinie. Il se passe rien, il n'y a pas de voiture. Il y a juste cette tondeuse qui avance péniblement. Puis la caméra monte, panote vers le ciel, très 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 lentement. Puis elle arrive dans le ciel, puis là on peut au moins compter jusqu'à 10, ce qui au cinéma est très très long. Et une fois qu'on a compté jusqu'à 10, le spectateur se dit bon, on va passer au plan d'après. Eh ben non, la caméra redescend bien sur la tondeuse à gazon. Tranquillement. On revoit la route qui a l'air interminable jusqu'à l'infini. On se dit la tondeuse va être au bout, et non, elle a quasiment pas avancé. Elle n'a pas bougé. et là, il nous fait comprendre que c'est un sacerdoce, quoi. C'est un chemin. Mais c'est ça. Et il nous fait comprendre beaucoup de choses sur le temps et l'espace. Et il y a une route. Alors
quand on a vu Lost Highway, on peut vraiment faire des parallèles. Non, mais complètement. Et c'est vrai que, alors, c'est une de mes scènes, c'est une des scènes que j'aime le plus dans le film. Il l'a expliqué dans une interview que j'ai retrouvée. Alors, au départ, ça devait être une ref, juste une ref à Kubrick. C'était juste une ref à Kubrick parce que Kubrick il est mort. C'était une ref à Shining, la scène de départ, où t'as l'immense route qui part dans la montagne là sur le côté et t'as la micro voiture qui monte. Voilà, c'était ça au départ. Avec le reflet de l'hélicoptère. C'était juste un coup d'œil pour dire voilà quoi, je pense à toi. Et en fait après non, il est parti sur autre chose. Et c'est vrai que dans ce film, voilà, il faut prendre le temps. On retrouve dans Elephant Man et dans ce film-là, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre ensemble, un humanisme qui est merveilleux. C'est juste fantastique quoi. C'est tout son cinéma et autant j'adore quand on est dans des boîtes de Pandore qu'on comprend pas tout de suite, qu'on s'y remet à plusieurs fois. J'ai une anecdote d'ailleurs avec ce cher Arnaud très croustillante sur Mulholland Drive. Enfin voilà, mais je veux dire c'est vraiment voilà, un film somme et c'est vrai que ça éclaire, je peux pas dire mieux, sa filmographie. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Je le regarde, je sais pas, 2-3 fois par an parce que des fois j'ai besoin. Parce que des fois, quand t'es pas bien, tu regardes ce film-là et ça va nickel. Après, voilà, ne serait-ce que un film de Lynch pour aller bien, faut être tordu. Hein. Ah mais oui, mais écoute, je suis un garçon compliqué. Ah mais je suis un garçon compliqué, mais alors oui, là vraiment ce film-là, moi je suis à chaque fois mort de rire avec la fameuse dame là qui défonce un cerf et qui cette scène elle est à mourir de rire. Elle défonce le cerf et elle dit ouais c'est le 3e dans le mois, vous vous rendez pas compte, et à la fin elle part, elle commence complètement hystérique. À la fin elle lui dit mais en plus moi j'adore les cerfs et elle repart à mourir de rire. Et vraiment ce film il est exceptionnel. Il n'y a pas une minute en trop, il n'y a rien à jeter. Sissy Spacek qui joue le rôle de la fille donc d'Alvin Stretch, elle est merveilleuse dedans. Voilà, Carrie, très grande actrice de De Palma. Voilà, vraiment ce film est merveilleux. Voilà, je n'en dis pas plus. On a fini sur ça. Maintenant, on passe. Ah voilà, là, ça va être bien. Donc, Dune, allons-y. Alors, si vous permettez, je commence, mais tranquille, hein, en souplesse. Alors, d'une ancienne version, hein, pour ceux qui savent. Voilà. Oui, alors, celui de Denis Villeneuve. Celui de Denis Villeneuve. Je me permets d'avoir amené les deux de Villeneuve, puisque notre cher camarade Marie m'a dit. Ouvert. On est bien d'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Notre cher camarade Marie m'a dit oui, non, mais les films de Villeneuve, tu comprends, par rapport au film de Lynch. Alors, on va être clair. On va être très clair. Sur ce film-là, alors, il devait d'abord réaliser Le Retour du Jedi, et puis il s'est dit, si je vais chez Lucas, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et je n'aurai pas la liberté artistique que j'ai eue sur Elephant Man. Ça, c'est acté. Michael Mann dit, moi, perso, ça m'intéresse, je veux bien le faire. Il y a un parallèle entre Dune et The Keep, la forteresse noire de Michael Mann. J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il s'est passé la même histoire à 6 mois d'intervalle, puisqu'il y en a un qui sort en 83, mais fin d'année, et un qui sort en 84, en début d'année. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, ensuite, Ridley Scott devait aussi faire Dune, finalement il le fait pas. Jodorowsky, il est fou furieux, il a fait sa version, il a fait un scénario, il est content, on a un très bon documentaire. Jodorowsky, Dune, le documentaire est génial. Moi j'ai super. J'ai déjà vu, voilà l'affiche. Il a été évincé de la réalisation. On est entièrement d'accord. Donc le boss dans tout ça, c'est Dino De Laurentiis et sa fille. Eux, ils disent, moi Herbert, ça me fait pas peur. Dune, il y a pas de souci, on y va. Par contre, je veux Lynch. Après plusieurs atermoiements, il dit ce sera Lynch. Why not? Il a quand même un peu peur quand on travaille sur le premier scénario. Parce que le premier scénario de Lynch, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Et ça se passe pas trop bien. Il met un an à réécrire le Dune de Frank Herbert, qui fait 1058 pages. Ça dépend des... C'est compliqué sur un film. Et il arrive à sortir 125 pages. On est d'accord là-dessus. Il sort 125 pages. Et il lui dit, on va essayer. Voilà. L'autre, il lui dit, écoute, je te donne un budget conséquent. Au départ, on est à 30 millions. Ce qui est déjà énorme pour l'époque. Hein. C'est énorme pour l'époque. Bon, finalement, on va finir à 42. 40 ou 42, attends, je vais être très précis. On finit, oui, alors aux alentours de 40, mais en fait, on sait qu'on a dépassé un petit peu parce qu'il y a eu d'autres trucs à côté. On est quasi à 42 millions à la fin. De plus, en même temps qu'on tourne Dune, sur le même plateau, on tourne Calidor de Richard Fletcher avec Arnold Schwarzenegger. Parce qu'il faut pas rigoler. Bien sûr. Mais oui, puisqu'il y a un rapport entre les deux, mais bien entendu, Arnold Schwarzenegger devait jouer dans Dune. Ça devait être le Cuisax à Dirax. Non, je déconne. Donc, Kyle MacLachlan est génial dedans. Mais voilà. Il sort un premier montage. Ça, c'est super important. Le premier montage qui sort, De Laurentiis dit
franchement, je pensais pas qu'on y arriverait. Nickel. La production se passe pas trop mal. Je dis pas trop mal parce que ça se passe au Mexique, c'est compliqué, y a un problème de langue, il y a des soucis avec pas mal de syndicats là-bas, il y a d'autres soucis après un peu avec le gouvernement, enfin bon voilà, Dino De Laurentiis, a priori visiblement, les 2 millions ils sont un peu passés là. Je dis pas qu'au Mexique on rançonne les gens, je dis simplement que ça a été compliqué. Donc voilà, c'est ce qui a été rapporté par Dino De Laurentiis et par sa fille. Donc, au bout du compte, il sort un premier montage qui dure, alors j'ai galéré pour le trouver, hein, tu me diras si t'es d'accord, 2h58. Le premier montage de Dune de David Lynch. Tu as le film? Non. J'ai le premier montage écrit article, Dune, 2h58. Premier montage de Lynch. Premier montage où il a déjà taffé quasi 3 mois tués, hein, pas se mentir. Hein. Et là, De Laurentiis, il lui dit... Bah, c'est bien, c'est cool, on y va, c'est fantastique. L'accent italien. Non mais je plaisante, je parle italien. Faut arrêter avec les accents. Panzani, spaghetti, allez, on y va. Bon, avec un supplément de tomate. pour la blague, je parle italien couramment, mais c'est juste pour déconner, quoi. Voilà. Donc, on reprend. 2h58. Non mais c'est clair, il n'y a pas l'ARCOM. Dino De Laurentiis, il dit OK. Non, 2h58. All right, it's good, let's go. Il parlait pas comme ça De Laurentiis, mais ok, on est d'accord. Même en anglais. All right. All right. Non, ça passe nickel, 2h58, c'est super. Et là, on a un souci. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est qu'on veut concurrencer Star Wars parce qu'on veut faire une space opéra. Et quand on veut faire une space opéra, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on appelle une major, parce que pour sortir sur le sol américain, il faut qu'il y ait une major derrière. Il faut qu'il y ait une major qui, en fait, t'assure une partie des énormes sommes d'argent que tu as mis pour la distribution. Parce que la distribution, ça coûte quasi 50% de plus que le budget du film. Et là, il y en a une qui répond, c'est Universal. Et là, on a le brave patron d'Universal, de 82 à 90, Robert Rem, qui regarde le film, qui dit « Ouais, ok, super. Allez, je suis sympa, je vais aller à 2h20, mais grand max, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein. » Et là, c'est compliqué. On repart en salle de montage pendant un long moment. Et au bout du compte, même si j'aime Dune, on en a parlé, tu le vois quand même qu'au niveau scénaristique, c'est compliqué. On utilise... une demi-heure, c'est compliqué quand même. Plus que ça. 2h17, il fait le film. Hein. La copie que sort Lynch, elle fait 2h17. On est sur 2h58 au départ. C'est compliqué. Il se remet sur le scénario, sur le montage lui-même ou pas du tout? Alors, il y retourne. Parce que du coup, à la fin, c'est pas le director's cut. En fait, il y retourne. Il n'y a pas de director's cut. Il y retourne en fait 3 jours. Et après, vu que ça se passe très mal. Mais je crois qu'au niveau du scénario, il a refusé que son nom soit écrit. Il a pris un nom d'emprunt, c'est Spiti. Non, c'est plus compliqué que ça. En 88, ce fameux Robert Rem, un type excellent, qui ne pensait qu'à la thune, parce que c'est vraiment ça. Hein. Parce que De Laurentiis, c'était un homme d'argent, mais c'était un type intelligent. C'est pour ça qu'on en parle après pour Blue Velvet. Mais clairement, Robert Rem, il dit oui, bon, j'ai peut-être un peu exagéré, et il propose à Lynch de faire une version qui va sortir à la télé en 1988, qui dure pas loin de 3 heures. Et là, Lynch dit non, mais vous foutez de ma gueule, vous m'avez cassé mon film sur lequel j'ai galéré à le faire, ça a été dur, ça a été compliqué, il est un peu jeune peut-être quand il se fait ce film-là, mais il y va, et au bout du compte, il dit non mais moi je signe pas, et c'est là qu'on a le fameux Alan Smithee, un très grand réalisateur des années 80 et 90. En fait, Alan Smithee, c'est un pseudo pour dire je ne reconnais pas le film c'est pas moi qui l'ai fait, et voilà. Sur la version Dune que nous avons là, la seule que nous avons de 2h17, il le signe, et même si c'est une version courte, il appelle ça une version courte, il la reconnaît. Il la reconnaît en disant c'est difficile pour moi, mais je le reconnais. Il n'a pas renié le film après, par la suite? Il l'a renié 10 ans après, parce qu'il n'a jamais voulu revenir dessus, et cette histoire de je le sors quand même à la télé parce que c'est quand même intéressant, ça il l'a très très mal vécu. Et surtout qu'à l'époque, à ce moment-là, la télé et le cinéma, c'est pas comme maintenant. Maintenant, il y en a qui rêvent de faire de la télé parce que tu as les moyens du cinéma. Hein. C'est exactement ça. Après, je vous dis, voilà, le film, il y a des choses qui sont très bien. On a des acteurs qu'on va retrouver après. On va retrouver Kyle MacLachlan. Après, voilà, ceux qui ont lu l'œuvre de Frank Herbert, forcément, je suis désolé, mais quand ils sont là, on est face à un réalisateur qui réussit tout ce qu'il entreprend. Après, on n'a pas les mêmes moyens maintenant aussi. On est bien d'accord, mais surtout, on parle de Denis Villeneuve. On est face à Denis Villeneuve, qui est un réalisateur qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et surtout, c'est quelqu'un. Alors, effectivement, il a repris des plans du Dune de Non, Lynch. il a pris carrément des séquences. Il a pris pas mal de plans. Il les a mal faites. Non, mais non. Si.
Moi je dis que le film il est tronqué, celui de Lynch, et ça m'embête. Maintenant, je reconnais la qualité par rapport au livre des 2 films de Villeneuve. Mais on est là face à un jeune réalisateur qui n'a qu'un film vraiment derrière, c'est-à-dire Elephant Man. On a un producteur qui est plutôt bienveillant avec lui, mais après on a des distributeurs qui sont horribles, et c'est pour ça qu'il a dit plus jamais. Et est-ce qu'on peut dire également, et ça peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que la bande originale du film, côté musique, j'interviens toujours, c'est le groupe Toto, n'est-ce pas? Toto. Et écoutez ça, c'est The Robo Fight, n'est-ce pas, qui s'appelle voilà. Sting en string. On sent bien le robot qui avance. Oui, c'est ça. C'est cette espèce. Faut se remettre dans le contexte. Alors Lynch, il dit que cette espèce de truc qui avance, c'est une sauterelle, obèse. Le terme exact, j'ai trouvé dans une citation, sauterelle obèse qui avance. Mais c'est un film qui est quand même assez surprenant. Enfin, moi, je me rappelle quand je l'ai vu au départ. Moi, je l'ai regardé. Je peux vous le dire franchement, je l'ai regardé parce qu'il y avait Sting dedans. J'étais quand même assez étonné de voir Sting, qui était la rockstar en pleine émergence, qui arrivait, même s'il avait fait Quadrophenia derrière, mais Quadrophenia reste un film totalement musical. Hein. Et voilà, donc je l'ai regardé surtout pour Sting, qui n'avait pas non plus un rôle extraordinaire, hein, mais il passe quoi. Mais voilà. C'est beaucoup plus, effectivement, le rôle est beaucoup plus développé dans la version de Villeneuve. Mais c'est un film, c'est un film de Lynch, il faut le voir, parce que le personnage du baron Harkonnen, c'est un des monstres qu'on retrouvera dans le cinéma de Lynch après. Donc ensuite, on passe à Blue Velvet. C'est toujours Blue Velvet, donc Dino De Laurentiis qui produit. Et là, il lui dit, voilà, je suis désolé, j'ai pas pu imposer ma vision parce que j'avais plus d'argent et que je pouvais pas et que j'avais besoin de distributeurs. Là, tu as 6 millions de dollars, tu fais ce que tu veux. Et là. Et d'ailleurs, ils ont signé les 2 films. Hein. Ouais, ils ont signé les 2 films. Ils voulaient faire Blue Velvet avant de faire Dune. Mais il n'était pas prêt au niveau scénario. Il a dit ok, alors tu fais Dune, mais derrière, je te produis Blue Velvet. Ouais, 2 salles, 2 ambiances quand même. Hein. Ouais, complètement. Complètement. C'est ce qui déclenche pour moi son cinéma. Ça commence à mettre en avant son cinéma. Ces deux-là, de toute façon, je les ai mis ensemble en termes de thriller. Blue Velvet et pour moi, c'est Laure et Lula. C'est Laure et Lula donc, qui prendra Palme d'Or à Cannes en 1990. Donc voilà. Sur Blue Velvet, allez-y si vous avez quelques petites choses à dire. Comme ça, après, je pourrais passer au style lynchien, c'est-à-dire Lost Highway, Mulholland Drive. Donc Blue Velvet. C'est un thriller, tu as dit, ça se passe dans une petite ville américaine dans le nom de m'échappe, Clyde MacLachlan, encore lui, joue le rôle de Jeffrey, qui va trouver une oreille. C'est ça, c'est exactement ça. Et tout part de là. Tout part de l'oreille. Voilà. Il va trouver une oreille coupée. Surgissement de l'insolite au milieu de la banalité. C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'on voit en fait des images d'Épinal de la ville américaine, il est vraiment là-dedans, quoi. Quand on voit au départ les pompiers passer, une des premières scènes du film. Au ralenti, tout ça. Le plan est joli, ouais. Le pavillon tout blanc. Le pavillon tout blanc. Et en fait, on se rend compte que derrière, c'est l'horreur absolue. Exactement. Et c'est vraiment ça, Blue Velvet. C'est un film dérangeant quand même. Oui, parce qu'il n'y a aucun personnage très dur. Pardon. Oui. Parce qu'il n'y a aucun personnage finalement qui a une moralité parfaite. Ils ont tous leur part d'ombre, chacun dans son style. Voilà. Donc notamment, on parlait de monstres tout à l'heure, je trouve que Dennis Hopper, dans ce rôle de mafieux psychopathe sous oxygène, il est horrible. Ouais, il est horrible. Affreux. Il est affreux. Il est détestable. Il fait peur en plus. Même Isabella Rossellini, elle est... non, c'est... Qui a été la femme de David Lynch. Voilà, qui était la femme de David Lynch à l'époque. Dans le film, elle est pété du caisson. C'est vraiment c'est compliqué, quoi. Après, il y a une ambiance. Après, il y a une ambiance. Ça fait un petit peu un cauchemar langoureux. Voilà, mais c'est ça. C'est pas déplaisant à regarder. Il pose avec ce film-là, pour moi, il pose les bases de ces 2 chefs-d'œuvre qui sont par la suite Lost Highway et Mulholland Drive. C'est Laure et Lula, c'est bien. C'est Laure et Lula. Moi, j'adore. C'est Laure et Lula. Nicolas Cage, bon. Voilà, on est d'accord. C'est Laure et Lula. Alors, c'est un des 10 bons films de Nicolas Cage, mais on pourra en reparler. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Hein. Sur les 3. Exactement. Alors voilà, exactement. Ça fait déjà pas mal. Mais Marie, tu es fantastique. On est d'accord. 10 films sur 150, il y en a 10 qui sont des chefs-d'œuvre, qui sont très très bons. Après, il y a le reste. Oui, après, il faut bien gagner. Il y a les impôts. Après, il y a les impôts. Voilà. Les impôts, les ex. Bon, donc on a adoré ce film. Voilà, c'est Laure et Lula, voilà. Il faut le voir ce film. Alors je vais faire une petite aparté parce que dans ce film il y a beaucoup de scènes de sexe.
de sexe torride, mais de belles scènes. Et en regardant ce film, je me suis fait la réflexion. Je suis un spectateur de 13 ans, 14 ans, 15 ans, et finalement, j'ai dû voir peut-être des millions de meurtres, des millions de choses horribles, et aujourd'hui au cinéma, quand est-ce qu'on voit de belles scènes d'amour? Parce que c'est des scènes d'amour, ouais. Voilà, c'est ça, parce qu'on a Sailor et Lula, ils s'aiment passionnément. De toutes les couleurs. Et cette passion, on la voit. Il y a une vraie alchimie, c'est vrai. En plus, tu as raison, Nicolas Cage est dans un de ses meilleurs rôles. Il y a une vraie alchimie avec Laura Dern. Et c'est vrai que le film est vraiment magnifique. Après, il se place dans une veine de films sortis dans les années 90 où on a quand même de l'ultra-violence, quelques scènes. Il est au départ de ce mouvement-là. Il est au départ. Il va ouvrir. Exactement. Cette période de polar déjanté à la Tarantino. Tarantino, il a complètement pompé Sailor et Lula. Bien sûr. Et d'ailleurs, le générique, qu'est-ce que c'est le générique? Ça vous a pas fait penser à Terminator 2? Ces flammes incandescentes, et on retrouve comme ça des scènes dans un petit peu si on regarde dans différents Lynch, on voit que d'autres réalisateurs, je pense notamment, on va en parler tout à l'heure, à la scène d'orgie dans Lost Highway dont Kubrick peut-être s'en a inspiré. Bref, bon, pour revenir sur Sailor et Lula. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait en tout cas peut-être une inspiration à ce niveau-là, au niveau du feu. Alors je me permets par rapport à Sailor et Lula, c'est pas tout à fait le premier. Le premier, c'est le film de Dennis Hopper où Lynch est allé à la première et l'a un peu aidé sur le scénario, qui s'appelle The Hotspot, avec Virginia Madsen qui jouait la princesse Irulan dans Dune, et Don Johnson. The Hotspot de Dennis Hopper, qui est pour moi son meilleur film. Là, c'est plus un film noir, mais on a déjà ce côté un petit peu érotisant, aussi le côté un peu thriller qui est vachement bien, mais on est plus dans du néo-noir comme aurait pu faire William Friedkin avec Police fédérale Los Angeles. Mais c'est vrai que ces deux films-là sont à l'initiative de tous ces films qu'on verra après, du Basic Instincts, le True Romance, voilà. Et puis on peut même aller jusqu'à John Wick. Pourquoi? Parce qu'il y a la communauté, et oui, il y a une communauté, une sorte de tueur à gages avec une monnaie intérieure, dollar-argent. Et je suis encore une fois convaincu que les scénaristes, ils ont dû puiser là-dessus. Et vraiment, voilà, on voit à quel point Lynch a influencé Hollywood. Mais il a été largement influencé par Hollywood aussi. Mais complètement, parce qu'on n'est pas, puis surtout, on n'est pas revenu aussi. Alors là, c'est plus mon truc, l'histoire du cinéma, mais je voudrais qu'on parle quand même de Mulholland Drive et Lost Highway. Rapidement, les influences de Lynch, c'est Hitchcock, c'est moi mon réalisateur favori, Billy Wilder. Voilà, il y a tout ça, et c'est ça qu'on va retrouver dans Mulholland Drive. Donc Lost Highway, Mulholland Drive, on y va, on fait les deux en même temps. On termine sur ces deux-là qui sont merveilleux. Alors. Lost Highway, moi je dirais ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le côté malsain, quoi. C'est vraiment ce côté-là, et à un moment donné, l'apparition comme ça, une fois qu'on arrive dans la prison, l'apparition de la folie. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé fantastique. En fait, Lost Highway, faut pas se poser de questions. Moi qui suis un vraiment pas se poser de questions. Non, mais moi je suis un cartésien. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis un C'est plus compliqué pour moi Lost Highway. Moi, je suis un cartésien pur et dur. La fameuse maxime du scénario, c'est essentiel pour moi. Mais justement, moi, là, le scénario, je l'ai. C'est une histoire de transformation. C'est aussi, à un moment donné, une histoire de voyeurisme. Ça commence comme ça, avec une cassette vidéo. Et on est dans un espèce de thriller un peu particulier. On ne sait plus à quel moment on est dans la réalité, où on est passé vers autre chose. Et c'est vraiment ce qui va être poussé à son paroxysme, qu'on voit déjà en place avec Lost Highway, mais qui sera poussé à son paroxysme avec Mulholland Drive. Exactement. Où là, en plus, on a un panégyrique de l'histoire du cinéma hollywoodien. C'est vraiment ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Lost Highway, on n'est pas encore trop là-dessus, parce qu'on n'est pas sur un film sur le cinéma, parce que Mulholland Drive, c'est ça, à la base, c'est une actrice. Donc voilà. Là, il se passe à Hollywood. Voilà, il se passe à Hollywood. Là, Lost Highway, on est sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est un film qui a déstabilisé beaucoup de gens. Moi, je l'aime tellement, je l'avais pas en Blu-ray, je l'ai carrément acheté. Je l'ai qu'en allemand sous-titré. Donc imaginez, je l'ai en anglais et je l'ai sous-titré allemand. Donc tu vois, je le regarde en anglais sans sous-titres, tellement que je l'aime. Voilà, c'est juste merveilleux ce film. Je pensais que tu le regardais en allemand sans sous-titres. Non. Là, franchement, bravo. J'ai essayé l'ouzbek, mais ça marche pas. Non, effectivement. Mais non, ouais,
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Lost Highway? Alors moi, c'est simple, quand Lost Highway, j'avais 20 ans, je crois, quand je l'ai vu, 19 ou 20 ans, ça m'a fissuré. Voilà. Alors je sais pas si je le verrais, si je l'avais vu à 40 ans, si ça aurait été pareil, mais en tout cas, voilà, c'est un film il y a un avant, un après pour moi, parce que je me suis rendu compte, que le cinéma, c'était un art. Voilà, parce que jusqu'auparavant, je regardais des films populaires, quoi, sympa. Mais c'est ce qu'apporte complètement Lynch, t'as raison. Oui. Donc le cinéma, c'est un art, et aussi le glamour, la folie, la sensualité. Ah mais oui, Patricia Arquette dedans, les magnifiques. Et puis ce fait de rien comprendre, et puis en même temps de comprendre qu'il y a quelque chose quand même à comprendre un peu. Donc on essaie de se raccrocher aux branches. Et une comédienne, le même comédien joue 2 rôles. Alors là, moi j'étais perdue. C'est là que tu peux perdre des gens aussi. Voilà. Oui, mais non, parce que le film a une structure d'ailleurs. C'est encore une route, comme dans Mulholland Drive, encore une route. Enfin, il y a toujours des routes. La route, c'est le récit. Ça veut dire qu'il y a un récit. C'est-à-dire là, on est quand même sur une route qui finalement revient sur elle-même. Donc on est sur une boucle. Exactement, on est sur une boucle. Donc Lost Highway, la dernière image, la dernière séquence, elle est dingue. Donc parce que je voudrais pas spoiler, mais voilà, il y a voilà, elle est dingue. En fait, Dick Laurent is dead, quoi. Donc, et dans Mulholland Drive, c'est pareil. Là, on est sur une route plutôt sinueuse. C'est une des seules routes sinueuses de Los Angeles. Il était filmé là. C'est pas pour rien. Voilà, il y a des grandes avenues et tout d'un coup, il va prendre la route qui est tortueuse. C'est la route la plus longue. Elle fait 24 km à Mulholland Drive. C'était vraiment un choix. C'est une route qui a été beaucoup utilisée dans énormément de films classiques. Elle a été utilisée. On l'a utilisée dans plein de films. Billy Wilder l'a beaucoup utilisée aussi. Voilà, Mulholland Drive, en fait, je serais tenté de dire, laissez-vous emporter. Vous êtes pris par l'ambiance. C'est un de ses plus grands films. Il a aussi gagné un prix de la mise en scène à Cannes. Naomi Watts, il a gagné Naomi Watts, elle est fantastique. Laura Haring aussi. Enfin, voilà. Nous, on est allé le voir au cinéma. Celui-là, j'ai vu au cinéma, effectivement, moi aussi. Moi, je l'ai vu en avant-première à Cannes. Ah non, moi, j'étais derrière lui. Non, moi, je l'ai vu au cinéma. Voilà. Mais Mulholland Drive, effectivement, moi, je suis allé le voir avec Arnaud et un autre ami à nous de l'époque. Bon, à un moment donné, suite à une fameuse scène où il y a une boîte de Pandore qui s'ouvre et qui tombe, on voit un cow-boy juste après. Et là, avec Arnaud, on a été pris d'un fou rire qui a duré, je sais pas, une demi-heure. Enfin, on était au bout, quoi. On a dû sortir pour revenir. Parce que c'est une tension, en fait. Oui, c'est vrai que tension, mais qui est hallucinante. On est vraiment dans ce film-là. Et après, quand on le revoit, le cow-boy, on comprend pourquoi. Mais oui, parce qu'il lui annonce, tu le verras, si tu le vois 2 fois, etc. Et pourquoi c'est un cow-boy? Parce que c'est une référence au western et que... Voilà, c'était le cow-boy annonciateur dans les westerns classiques de John Ford. Voilà. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a un discours politique bien sûr. Aussi, dans ce film, peut-être encore plus prégnant que dans les autres. Même si dans les autres, on a cette ville, parfois, qui va être le berceau de monstruosité. Et là, il dénonce Hollywood. Et là clairement, on a un MeToo bien avant l'heure. C'est-à-dire qu'il va attaquer frontalement la machine à broyer hollywoodienne, où les actrices sont des choses, où les actrices sont des objets, où elles se laissent abuser par des producteurs, et c'est bien avant Weinstein, c'est bien avant. On est en 2001. Donc c'est vrai, et c'est vrai, en le revoyant, ça m'a vraiment ça m'a vraiment interpellé. Et puis bien sûr, c'est comme les autres, c'est sublime, c'est d'une sensualité incroyable. Voilà. Puis il y a une ambiance, il y a des décors. Enfin voilà, chez Lynch, il y a la salle rouge, il y a la boîte de Pandore. Enfin, on retrouve vraiment tout ça et c'est vraiment exceptionnel. Juste avant qu'on arrête, on n'a pas parlé effectivement de Twin Peaks. De Twin Peaks, quand même, énorme. Alors Twin Peaks, finalement, il ne faudrait même pas en parler. Non, comme ça. En fait, de toute façon, Twin Peaks, il ne faut pas en parler parce que de toute façon, il n'y a que Lynch qui sait qui a tué Laura Palmer. Et de toute façon, il est mort. Le secret avec il a fait 3 saisons et un film et il a emporté le secret avec lui. Je voudrais rapidement qu'on fasse un petit top 3 des films de Lynch. Je me permets de commencer. Moi, je mets Histoire vraie, Lost Highway et Elephant Man. Mon top 3, c'est ça. Arnaud? Moi, je mettrais Elephant Man, Lost Highway et Sailor et Lula. Ok. Alors moi, Lost Highway, Mulholland Drive et Twin Peaks. Ok. Alors moi, je mets Elephant Man et Elephant Man. Voilà, on a compris Thierry. Thierry, il en a vu qu'un en fait. Non, le mec il a fait 3 fois. Non, il a fait 3 blagues, il était au bout. Il m'a dit Lynch, ça va être compliqué. Cela dit, je pense qu'effectivement, les journalistes, quand ils étaient en train de suivre François Hollande à l'époque avec Julie Galli sur le scooter, ils auraient pu paraphraser notre ami David Lynch en disant Mulholland Drive, bien sûr, qui est en train de rouler en scooter. Ils auraient pu, ils l'ont pas fait. Ils auraient pu, ils l'ont pas fait. Ça, c'est fait. Vas-y, Manu. Moi, une histoire vraie, Mulholland Drive et Sailor et Lula. Ok. Voilà. Mulholland Drive partout presque. Hein. On y est.
Ça va, j'ai vu qu'ils étaient capables de tenir le timing. Ah, mais attends, tu croyais quoi? On se revoit dans un mois spécial Harry Potter. Thierry ne sera pas là. Arnaud sera bien présent. Non, il sera pas là. Non, Arnaud sera présent. Arnaud sera pas là. Arnaud ne peut pas avoir les 8 Harry Potter. Mais oui, il peut. Parce qu'il a un travail, il a une famille, il a un deuxième travail à la maison. Allez, merci les amis. En tout cas, voilà, on se retrouve, vous l'avez compris, on se retrouve au mois d'avril avec un spécial Harry Potter. Thierry ne sera pas avec nous, bien sûr, mais le reste de l'équipe sera là. Donc pas de souci. Voilà. Donc pensez à noter dans vos agendas Harry Potter. Moi je vais aimer, voilà. Donc là vous avez bien compris que David Lynch c'était pas trop ma tasse de thé, mais bon. Mais qui est David Lynch, Jean-Luc? Voilà, exactement. Allez regarder sur Wikipédia et vous allez comprendre. Moi je vous fais. Bah écoutez l'émission surtout. Je vous fais un gros bisou. Allez, merci à tous. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Mardi, mercredi, jeudi, 18h-19h, retrouvez Jean-Luc et son équipe dans le Mac de la Riviera.